Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dans la une de l'actualité, le président Patrice Talon a procédé à un remaniement de son gouvernement ce jeudi 5 septembre 2019. 6 entrées, dont 3 anciens ministres, mais l'essentiel de la colonne vertébrale de l'équipe gouvernementale a été maintenu. Vous suivrez dans cette édition le commentaire de la rédaction à cet effet. Et puis la première session officielle de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective syndicat-gouvernement s'est ouverte ce jeudi 5 septembre 2019 à l'Infosec à Cotonou. Une première réunion qui vise à aplanir les divergences en vue d'une bonne rentrée scolaire et académique 2019-2020. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Comme je le disais il y a un instant, l'actualité depuis hier soir, c'est le remaniement ministériel du gouvernement de Patrice Talon. Dans ce nouveau remaniement, on note 6 entrées, dont 3 anciens ministres, 2 ministères éclatés en 2 et désormais 5 femmes au poste de ministre. Il s'agit d'un gouvernement politique mais constitué de technocrates. Je vous propose de suivre le commentaire de la rédaction sur la nouvelle équipe. Un commentaire qui porte la voix bien sûr de Isaac Adji. Le président de la République du Bénin retouche l'équipe gouvernementale. Après avis consultatif du président de l'Assemblée nationale, Patrice Talon a rendu public ce jeudi 5 septembre 2019 son nouveau gouvernement. D'après le décret 2019-396 portant nomination du nouveau gouvernement lu par le secrétaire général du gouvernement, le chef de l'État a opéré 3 sorties et 6 entrées. Marie-Odile Atanasso, jusque-là ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale composée désormais de 24 ministres. Son portefeuille est confié à Éléonore Yaïla Decan, ancienne ministre et universitaire de renom. De même, le ministre du Commerce Serge Ahissou quitte le gouvernement. Il est remplacé par Sadia Alima Assouma, rétablissant ainsi un équilibre entre la 13e et la 14e circonscription électorale. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro, sort aussi au profit de Véronique Mewanou. Femme très engagée du parti Union progressiste, Véronique Mewanou abandonne Blouse et Seringue pour se mettre au service du gouvernement aux côtés des plus pauvres. Le département des infrastructures et des transports revient au premier titulaire de ce poste sous le régime Talon. Hervé Héhomé retrouve son ancien portefeuille ministériel. Patrice Talon a aussi modifié la taille de certains ministères et créé ainsi d'autres. Par exemple, Oswald Homeki, alors ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'occupera désormais que des sports comme c'était dans le premier gouvernement. Un nouveau venu dans le gouvernement, il a pour nom Jean-Michel Abimbola. Il va dans un monde qui ne lui est pas étrange, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Telle est la nouvelle dénomination. Le ministère dont s'occupe Aurélie Adam Soulé Zoumarou a aussi changé de nom et devient celui de l'économie numérique et de la digitalisation. Le volet communication est confié à Alain Orunla qui fait désormais son entrée dans le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon présente une nouvelle figure avec de nouvelles entrées. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Mewanou. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Decan. Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé. Ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alima Assouma. Ministre de la Communication et des Postes, Alain Orunla. Et enfin, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Voilà, il faut dire que les passations de charges se déroulent actuellement dans les ministères concernés. Nous vous reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. La première session officielle de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective syndicat-gouvernement s'est ouverte ce jeudi 5 septembre 2019 à l'Infosec à Cotonou. Une première réunion qui vise à aplanir les divergences en vue d'une bonne rentrée scolaire et académique 2019-2020. Toutes les confédérations syndicales, à savoir la CESPIB, la CESUB, l'UNSTB, la COSI Bénin, la CGTB, la CSA Bénin et la CSTB, ont répondu à cette invitation du gouvernement. Ceci est déjà le signe avant-coureur d'une entente entre les deux parties. Dieudonné Babatoundé, Paul Esther, ça aussi. La culture du dialogue et de la négociation collective sont inséparables en raison des vertus qu'ils incarnent pour le règlement des crises sociales. C'est en se fondant sur ces valeurs et pour parvenir à des solutions acceptables que le ministre du Développement et du Plan, co-directeur de cette réunion, lance officiellement la première session de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective syndicat-gouvernement.
Tout en remerciant les partenaires sociaux pour leur disponibilité et leur engagement, Abdoulaye Biotane n'a pas manqué de rappeler les acquis des années précédentes. J'ai noté avec satisfaction votre contribution, messieurs les secrétaires généraux et madame, votre contribution positive observée tout au long des travaux des sessions ordinaires et extraordinaires qui sont déroulés au cours de l'année dernière. Et les échanges francs et constructifs que nous avions eus ont permis d'atteindre des résultats probants que je voudrais rappeler. Premièrement, la prise des arrêtés d'application des statuts particuliers des enseignants du primaire et du secondaire dont l'effet financier est effectif depuis décembre 2018. Deuxièmement, la régularisation de la situation administrative et financière de bon nombre d'agents de l'État en général et de différentes catégories d'enseignants en particulier. Et troisièmement, la tenue des diverses commissions de carrière sur les disparités catégorielles des APE, ainsi que la prise des mesures sectorielles dans le secteur de la santé notamment. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, la première du genre de l'année 2019. Premièrement, les diligences effectuées par les ministères sectoriels dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020. Deuxièmement, l'examen du niveau de satisfaction des revendications transversales. Troisièmement, le compte rendu des négociations sectorielles. Et enfin, quatrièmement, les questions diverses. Avant les débats à huis clos, les partenaires sociaux ont posé certaines questions et ont fait part de leurs appréhensions. Nous sommes concertés, un certain nombre de confédérations, et on avait voulu proposer l'inscription d'un certain nombre de points qu'on pensait que vous aviez oubliés, notamment la situation des agents sans contrat et sans salaire depuis 10 ans. Mais je me rends compte à la lecture de ce document que vous ne l'avez pas oublié, vous l'avez inscrit, mais vous l'avez inscrit juste pour nous dire qu'une communication est en cours d'élaboration à la date d'aujourd'hui. Alors que je me souviens très bien qu'à la dernière réunion que nous avons avec le chef de l'État, ces questions avaient été soulevées et des engagements avaient été pris. Quand je lis le point qui a été fait des revendications transversales ici, j'ai le sentiment qu'encore une fois ce soir, nous risquons de faire le show médiatique habituel et de ne pas aboutir à grands résultats. Je vais bien être démenti et sur cette impression que j'ai. On attendra de voir à la fin de la session ce que cela va donner. Cette assise focalise toutes les attentions vu l'imminence de la rentrée scolaire et académique 2019-2020. Les débats ont eu lieu malgré une ambiance d'avant-réunion quelque peu crispée. Un peu plus de 2 heures d'échange pour un début de consensus. Nous avons examiné le premier point qui était le plus important. Les rentrées scolaires, c'est dans une semaine. Et c'est important que nous puissions nous assurer que nos enfants, les élèves, les étudiants pourront commencer cette année scolaire sans difficulté. Et tout ce qui est nécessaire en termes de financement des écoles, en termes de subventions à ces écoles, en termes d'indemnité aux enseignants, les ministres ont rendu compte que toutes les mesures ont été prises justement pour assurer cela et je crois que cela a été reconnu par les centrales. Il faut noter que cette réunion est la première d'une longue série. Les négociations se poursuivront donc à travers d'autres rencontres la semaine prochaine. Les membres du COS Lépi ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce vendredi 6 septembre 2019. Face aux 7 sailles de la Cour constitutionnelle, ils ont prêté le serment de remplir leur mission avec loyauté et probité. Sur les 11 membres désignés à l'Assemblée nationale, le 14 août 2019, 9 ont répondu présents. Suivez le compte-rendu de la cérémonie avec Maroufa Abiola Boussari à Liu Anthony. Les voici, les 9 membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ayant répondu présent à cette audience solennelle d'installation et de prestation de serment. L'un après l'autre et devant les 7 sages de la haute juridiction, ils ont confirmé par serment de remplir leurs fonctions avec loyauté et probité et de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi. Je le jure. Je le jure. La Cour vous installe et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions.
Ils ont dorénavant, entre autres, pour mission de définir les orientations stratégiques de l'Agence nationale de traitement, de superviser l'Agence nationale de traitement, d'analyser et régler les difficultés d'application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national et de définir les autres applications et les modalités de leur gestion. Le président Joseph Dogbenou a, au nom des membres de la Cour constitutionnelle, félicité les nouveaux membres du COSLEPI et a formulé le vœu de les voir mieux faire que les précédents. Vous êtes délégataire de ce que les citoyens détiennent comme pouvoir pour administrer eux-mêmes leur liste électorale. Vous êtes donc un conseil d'administration délégué. Nous exprimons le vœu que cette confiance que chaque citoyen place en vous, cette confiance soit honorée. Que le délégataire ne contrevienne pas aux délégants. Et que, parce que c'est le premier conseil d'orientation et de supervision de la 8e législature, que cela fonctionne mieux que par le passé, même si nous n'avons observé aucune anomalie, aucune incorrection des conseils qui vous ont précédés. Et donc c'est pour le meilleur que nous vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions et nous vous souhaitons beaucoup de courage. Ce sont les honorables Edmond Agua et Mathias Kouanou qui n'ont pas répondu présents à cette audience solennelle. Ils prêteront serment ultérieurement. Athanase Ronsou Pamphile au poste de secrétaire général du syndicat national des travailleurs du ministère des Transports et des Travaux publics Sintra-TTP. C'est ce qui ressort des travaux de leur 3e congrès ordinaire tenu ce jeudi 5 septembre 2019 à Cotonou. Isaac Adjin propose le compte-rendu de ce congrès. Camarades, salut. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. C'est par ce cri de ralliement que les partenaires sociaux du ministère des Transports et des Travaux publics ouvrent le bilan de 4 années de gestion du syndicat national des travailleurs de l'administration des transports et des travaux publics Sintra-TTP. Un bilan satisfaisant aux yeux des aînés. Camarades congressistes, je vous félicite. Nous avons toujours travaillé en harmonie avec vous et je vous respecte par la taille de votre syndicat parce que vous êtes présents sur toute l'étendue du territoire national. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour le développement de notre pays. On n'a pas besoin de dire développement, développement, crier ça tous les jours. Vous travaillez, vous n'êtes pas des paresseux. Même si le Sintra-TTP est vieux de 12 ans. Malgré les vicissitudes qui jalonnent son existence, il se montre respectueux du jeu démocratique. Que le bureau qui sortira de votre congrès de ce jour puisse continuer par jouer sa partition pour un secteur des infrastructures de transport au service du développement économique et social de notre pays. C'est donc sur ces mots d'espoir que je vous souhaite un fructueux congrès et que sortent de vos travaux de bonnes résolutions. À l'issue des travaux, l'honneur est échu à Athanase Ronsou de conduire la destinée du Sintra-TTP pour encore 4 ans. La 3e commune à statut particulier du Bénin se projette dans l'avenir. Le maire Charles Toko, avec sa vision prospective, anticipe sur le développement démographique et infrastructure de la cité des Kobourou en dotant sa municipalité d'un projet de création d'une zone de croissance économique. Un espace situé au quartier Baka dans le 2e arrondissement de la ville et qui est constitué de plus de 1000 parcelles sécurisées mises en vente par le conseil municipal. Dans le cadre de la vulgarisation de ce projet, Charles Toko a échangé ce jeudi 5 septembre 2009 à l'Infosec avec les ressortissants du septentrion résidant à Cotonou. Le point de la science avec Dieudonné Babatunde et Paul Esther Saossi. Une rencontre de vérité et d'information, peut-être bien de publicité et de marketing. Voilà l'objectif de cette séance initiée par le conseil municipal de Parakou à l'intention de la diaspora du septentrion du Bénin résidant à Cotonou. Une rencontre au sujet de la mise en vente publique de plus de 1000 parcelles sécurisées entrant dans le cadre de la création d'une zone de croissance économique à Parakou. Une première au Bénin. C'est une première. Les gens ne sont pas habitués à ça, d'où les réticences. Les gens sont habitués à venir clandestinement à la mairie, à négocier leurs parcelles
et à payer et à donner quelque chose dans les poches privées. Aujourd'hui, on a dit non. Le nombre de parcelles est connu. Quand on finira de les vendre, on fera le point acquis de droit et on dira telle somme a été affectée à tel projet, telle somme a été affectée à tel autre projet. Donc, ce n'est pas quelque chose de clandestin. C'est pour cela que vous allez voir, tous les documents sont officiels. Ce projet ambitieux n'est certainement pas bien compris par tous, d'où cette explication brève et les avantages à y adhérer. C'est quoi une zone de croissance économique? Je vais être bref. C'est le centre des affaires. C'est un centre décisionnel. C'est là que se prennent ou que se prendront toutes les décisions économiques. C'est pour cela, exprès, le gouvernement et nous avons choisi la zone entre le Nigeria et Parakou, c'est-à-dire Baka, pour faciliter la tâche aux Nigérians. Pourquoi une zone de croissance économique aujourd'hui? Que les gens soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, c'est un fait aujourd'hui. Parakou est la deuxième puissance économique du Bénin. Ça, c'est indéniable sur tous les plans. Aujourd'hui, tout ce qui concerne les usines de transformation, y compris les usines textiles, seront implantées après Baka. L'aéroport, nous sommes en pleine négociation avec les Danois. Alors, tous ces facteurs combinés feront de Parakou le carrefour des affaires. Voilà qui est bien clair. Parakou est une ville carrefour et le sera davantage dans l'avenir. Le maire Charles Tokor veut donc par cette séance mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Prenez vos responsabilités, sinon vos enfants, vos petits-enfants, demain, vous diront ceci: papa était où quand on vendait ces parcelles à 1 million de francs? Voilà la rencontre de vérité à laquelle je vous ai convié. Pour que demain, au moins, si quelqu'un dit Charles Tokor ne nous avait pas averti, que vous puissiez lever le petit doigt et dire j'étais à la réunion à laquelle il a annoncé ça. Donc, chers parents, chers amis, voilà la zone de croissance économique, la zone de croissance de Baka qui est dans vos mains. Ce journal se poursuit avec le ministre de l'eau et des mines qui était ce jeudi face à la presse. Samon Seydou Adambi a planché sur le projet de pipeline Niger-Bénin. La taille du projet, les opportunités et les impacts, tout a été discuté avec les hommes des médias. Latif Boni et Silas Zoui pour le reportage. Un Samou Seydou Adambi impérial dirigeant une conférence de presse où sont conviés journalistes et patrons de presse. Le ministre des Mines, cet après-midi magistral, expose sur le pipeline, celui qui est destiné à faire transiter le pétrole nigérien par le Bénin pour les côtes. Les travaux, leur durée 2 ans, leur ampleur énorme vu la distance que va parcourir la tuyauterie, 687 km traversant et touchant 17 communes. Une inédite opportunité pour les opérateurs économiques. Un investissement de cette taille, forcément, les gens vont chercher à savoir où se trouve le Bénin. Tous les pétroliers du monde vont chercher à savoir. Dites-vous que c'est le pipe le plus long. Il fait 687 km au Bénin, mais plus la partie nigérienne, ça fait 2085 km de long. C'est le pipe le plus long en Afrique et donc ça doit attirer l'attention de tous les pétroliers du monde. Quand on sait que l'entreprise également qui a décidé de faire cet investissement est pratiquement la plus grande entreprise en matière de pipe dans le monde, avec environ 180 000 km de pipe à travers le monde et plus de 150 000 emplois permanents qui ont été créés. Notre pays également participera désormais, d'ici 2 ans, une fois que les travaux seront terminés, à entrer sur la liste des pays qui abritent des pipes. 600 milliards de francs CFA d'investissement privé direct sans un seul copec de la partie béninoise, le chantier est sans précédent. Son démarrage est imminent et juste quelques détails encore à régler pour que les travaux proprement parlés se constatent sur le terrain. Aujourd'hui, nous annonçons 500 emplois, 500 emplois permanents, 3000 pendant les 2 ans. Qu'on le veuille ou pas, chacun, pas tout le monde nécessairement, mais les services connaissent. Et les effets de drainage que cela va entraîner pour notre pays, qu'on ne veuille pas, c'est pour les générations à venir. Pas seulement pour nous. Nous allons voir le début. Mais la fin, c'est pas pour nous. Même si on sera en vie, c'est pas évident qu'on soit encore aussi actifs sur ces chantiers, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, dont nous construisons à travers le PAG, un Bénin du futur, un vrai Bénin du futur,
qui pourra être donc autonome de cette année et janvier de l'année prochaine si tout va bien. C'est aussi un projet qui va permettre à notre pays d'améliorer la mobilisation des ressources. Parce que le passage de cette quantité de pétrole par notre pays entraîne forcément des droits que nous allons engranger à travers la douane. Aussi, ce sont des activités commerciales, que ce soit la société mère WAPCO Bénin, ou soit les sociétés qu'on appelle les sous-traitants, forcément auront des impôts à payer. Et tout ça, la réunie, va améliorer de façon significative la mobilisation des ressources pour notre pays. Lorsque vous regardez, nous sommes en train de récolter ainsi les efforts qui ont été faits. Le chef d'État l'avait dit, serrer les ceintures. 2 ans, 3 ans, nous allons commencer par être desserrés. Le pipeline Export Niger-Bénin, une infrastructure ultra-moderne face aux attaques, la surveillance et les mécanismes de protection sont prévus. Les 15 membres de la nouvelle mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin ont été officiellement installés dans l'après-midi de ce jeudi 5 septembre 2019. La présidente de cette institution a pris la résolution de travailler d'arrache-pied pour la réussite des missions qui leur sont confiées. Elle a surtout évoqué le travail en équipe. La cérémonie a eu lieu à la Maison des médias en présence bien sûr de plusieurs personnalités qui n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à cette 6e mandature de l'UPMB. Reportage Marouf Abiola Boussari, Aliou Anthony. Nous installons le bureau de la 6e mandature. Voici l'acte qui consacre la prise de fonction de Zakiat Latondi en tant que présidente de la 6e mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle devient ainsi la première femme à diriger l'UPMB qui a pour mission principale de défendre les droits des professionnels des médias et d'œuvrer pour une formation continue dans le métier. S'il m'était donné en ce jour mémorable qui nous réunit, de définir en 3 mots notre leitmotiv, je dirais sans hésiter, engagement, éthique et excellence. Ces mots ont toujours guident et continueront de guider nos actions. Elle entend mettre l'accent sur l'union et la spécialisation au cours de son mandat qui va durer 3 ans. Un mandat que j'ai sollicité à travers un projet de candidature intitulé « Unir pour l'Union ». Une façon pour moi d'amener tous les acteurs des médias, toutes catégories confondues, quel que soit leur corps de métier, à s'intéresser à notre famille commune, l'Union, qui a aujourd'hui 15 ans. Au cours de cette mandature, nous allons travailler à la formation, à la spécialisation, à répondre aux attentes de tous les acteurs des médias du Bénin. Dans l'exercice de ses fonctions, la présidente devra compter sur l'appui des 14 autres membres de cette mandature. Ils ont tous été appelés à travailler en équipe pour réussir pleinement les missions qui sont les leurs. Pour mener à bien ces projets ou les différents projets cités par la présidente, il va falloir que vous regardiez dans la même direction. L'objectif unique qui vaut le coup, l'objectif de la maturité, l'objectif de la crédibilité. Ensemble avec ces autres sœurs qui ont l'audace de se mettre dans l'arène, j'attends d'elles qu'on s'entende pour donner en tout cas le bon exemple. Le bureau exécutif national de cette mandature s'est engagé à faire de l'UPMB un syndicat fort pour impacter et servir tous les professionnels des médias du Bénin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 4 septembre 2019 a pris d'importantes décisions parmi lesquelles figure l'autorisation de participation de tous les enseignants ACE 2008 absents à l'évaluation diagnostique du 24 août 2019. Ce faisant, le gouvernement leur offre une seconde et dernière chance de se rendre dans les centres de composition samedi prochain. Suivez le reportage que vous proposent Marouf Fabiola Boussari et Jean-Marie Kelolo à cet effet. C'est le samedi 7 septembre 2019 qu'aura lieu la session spéciale de l'évaluation diagnostique des enseignants contractuels de l'État de l'année 2008. Et pour montrer sa bonne foi, le gouvernement a autorisé la participation de tous les enseignants qui s'étaient volontairement abstenus de prendre part à ce contrôle de connaissances. Un acte que salue la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, qui est l'une des 6 centrales ayant œuvré pour cette issue favorable. Donc, le gouvernement a accédé à notre requête à travers le Conseil des ministres et nous croyons que c'est une porte ouverte
pour que tous ceux-là soient rachetés, qu'ils participent à cette évaluation et qu'ensemble, la gestion de la suite soit une gestion confiée aux confédérations à travers le comité de suivi. Pour tous les enseignants appelés à cette session de remplacement, je leur demande de continuer les révisions. Cette démarche du gouvernement est également saluée par les citoyens qui y voient la preuve que l'État ne veut laisser aucun enseignant en rade et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière cette évaluation. Les 25% qui restent n'ont qu'à venir pour composer cette évaluation pour que l'éducation de nos enfants soit une bonne qualité. Je suis très content. Ça montre que le président Talon est un vrai démocrate. Je demande à tous les enseignants qui avaient boycotté d'aller composer. Parce qu'on a besoin des enseignants. Le gouvernement a décidé de les racheter, de leur donner une dernière chance. Donc je vais dire à ces derniers de participer. S'ils boycottent encore et qu'eux-mêmes savent déjà les conséquences, alors là, ils vont subir. Pour le moment, ils peuvent aller se conformer. Et je lance cet appel à ces enseignants qui avaient boycotté d'avoir la volonté de pouvoir composer cette évaluation. Parce que c'est une bonne chose, c'est l'éducation. Parce que sans l'éducation, un pays ne peut pas développer. Le compte rendu du Conseil des ministres a mentionné que ceux qui de nouveau choisiraient délibérément de ne pas composer le 7 septembre 2019 seront responsables des déconvenus qu'ils auraient eux-mêmes occasionnés. Et avant de prendre congé de vous, les associations de consommateurs, avec l'appui de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, sensibilisent les utilisateurs de GSM. Plusieurs communications ont été données à l'occasion ce mercredi 4 septembre 2019 à Cotonou. Cette sensibilisation, qui va durer 6 mois, permettra entre autres aux abonnés GSM de mieux formuler leurs plaintes. Suivez. Un projet d'éducation des consommateurs sur les services de consommation électronique et de la poste. La version 2019 de cette sensibilisation des abonnés GSM permettra à ces demandeurs de services électroniques d'avoir une connaissance assez éclairée non seulement sur le contrôle de leur consommation, mais aussi sur les moyens de recours en raison des thèmes retenus au cours de cet atelier. Ce projet a porté sur 2 thématiques principales. Premièrement, nous avons sensibilisé, éduqué les consommateurs sur le principe de la réparation des préjudices. Il s'agissait d'abord d'apprendre aux consommateurs comment identifier les dysfonctionnements, comment identifier les pertes de crédit, comment mobiliser les éléments de preuve pour justifier effectivement qu'on a perdu du crédit ou du forfait. Et dans un deuxième temps, nous avons parlé aussi de comment formuler une plainte pour avoir gain de cause. Et enfin, en troisième position, nous avons parlé de la réparation des préjudices à proprement parler. Il s'agit d'une formation sur une durée de 6 mois portée par 2 associations de consommateurs, La Voix des consommateurs et Bénin Santé Suivi, qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la population sur certains services qui ne respectent aucune norme, donc ne donnant pas des moyens de recours pour réparation de tort. Il a été aussi question de parler un peu des services d'envoi illicite de colis. Vous savez, il nous arrive à tous d'envoyer un colis rapidement ou de l'argent à un proche à travers un véhicule 4 roues, même les bus. C'est un risque que nous prenons parce que nous n'avons aucune garantie que si éventuellement il y avait un problème, nous puissions être dédommagés, puisque ce n'est pas des structures, ces véhicules-là ne sont pas des structures qui ont l'agrément. Et donc, il fallait attirer l'attention des consommateurs pour que les gens fassent un peu plus attention. La présente sensibilisation des consommateurs se fait sous la coupole de l'ARCEP, structure régalienne des services électroniques et de la poste au Bénin. Fin de cette session d'information derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.